Bonsoir, bonsoir. Voilà, voilà. Alors, j'attends les arrivées. Il est 18 heures. Donc, j'attends. Ah, voilà. Léo et Asiab, Daniel Marchand, Sadok, mon ami de Tunisie, toujours fidèle, Lina Benhammer, Ali Barouzi, Raouf, bonjour Siab, Rida, Shalom. Oui, pourquoi pas, après tout. Damien, Mali, Aziz, Braham, Adel Hafid, Michel McGee, Joël Ménaché. Bon, je lis un peu au moins pour saluer les gens. Candice Veil, coucou, sympa. Oui, c'est ça, on arrive en force. Bonsoir Raouf, Samir, BN, Gaëtan Bouchard, bonjour. Samir, Abdelkader, Ibtissam, Imen. Oui, ça va, ça va. Si elle me dit, il me voit en forme, que Dieu, etc. Farida m'envoie une bénédiction. Eh ben, je vous la renvoie à tous, que vous soyez heureux et en bonne santé, bénis. Donc, voilà. Donc, ce soir, je voulais vous parler de, ça c'est le 22e anniversaire de l'assassinat de Rabin. Mais auparavant, on m'a demandé, j'ai eu des demandes pour parler de questions d'actualité. Donc, je vais consacrer quelques minutes à ça. C'est vrai que c'est important. La déclaration Balfour et la réconciliation Fatah-Hamas. Bon, je ne vais pas m'étendre parce que, en plus, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, il y a 2 semaines avec une télévision jordanienne sur la déclaration Balfour. J'espère qu'elle sera prête bientôt. Enfin, on m'enverra le lien. Hein. Et bonsoir, Masbahi. Et donc, en fait, pour moi, la déclaration Balfour, à mon avis, on lui accorde trop d'importance. C'est-à-dire, effectivement, elle a marqué un tournant. Mais bon, ce que mon idée à moi, c'est que ce n'est pas ça qui a fait, qui a pu créer l'État sioniste. Ce qui a pu créer l'État sioniste, ce sont les quelques dizaines de milliers de pionniers, comme ils se faisaient appeler, qui se sont étalés dans le territoire de façon stratégique, qui ont construit des kibbutzim, donc des points forts, un peu comme des forts, vous savez, avec les Américains et les Indiens, et bien placés stratégiquement, préparés militairement. Ils ont construit une société juive, ethniquement pure, c'est-à-dire excluant des Arabes. En 1945, s'il n'y avait pas eu cette force juive, les Anglais auraient trahi les Juifs. Bon, il y a eu 2 événements qui ont obligé l'Angleterre à procéder, à proposer un plan de partage. Un, c'était la Shoah, c'est-à-dire, bon, le monde entier était bouleversé, etc., etc. Et 2, on oublie souvent, enfin, en tout cas, je vous le rappelle, le terrorisme juif de l'époque. Entre 1945 et 1947, les Anglais ont su ce que c'était que le terrorisme juif. Je vous rappelle que les Juifs avaient réussi à faire sauter un immeuble où il y avait l'état-major britannique. Il y a eu une centaine de morts. Et ils pendaient des officiers britanniques, comme ça, au détour d'un arbre, au détour d'un chemin, ils les fouettaient. Bref, il y avait un terrorisme terrible contre les Anglais. Et les Anglais en avaient marre. Je pense que les Anglais, s'il n'y avait pas eu ces 2 faits, ils auraient trahi les Juifs, ça veut dire ils auraient mis de côté leurs promesses soi-disant d'État juif, parce que ça posait beaucoup de problèmes. Vous savez, avant la déclaration de l'État,
le 14 mai 1948, Ben Gurion avait déclaré, c'est un peu comme on a fait à Barcelone, enfin ils ne l'ont pas fait, mais l'État d'Israël a subi beaucoup de pression de la part de l'Angleterre, lui demandant de ne pas déclarer, d'attendre. Donc en fait, parce qu'il disait bien que ça allait créer des problèmes. Et donc, je pense que s'il n'y avait pas eu la déclaration Balfour en elle-même, n'était pas suffisante pour, euh, pour créer l'État. Il a fallu d'autres événements pour la création de cet État que je viens de résumer brièvement. Quant à la réconciliation Fatah-Hamas, je n'y crois pas beaucoup. Je n'y crois pas beaucoup tout simplement parce qu'Israël a toutes les cartes et l'autorité palestinienne est, mettons, j'allais dire totalement soumise à Israël. Bon, je vais leur accorder 2% d'autonomie ou de volonté d'autonomie. Voilà. L'autorité palestinienne est à 98% soumise à Israël. Et donc, Israël pose des conditions. C'est-à-dire, si vous voulez, si l'autorité palestinienne veut exister en tant qu'autorité palestinienne, avec les privilèges, être reçue par les gouvernements étrangers, etc., ben, il faut que le gouvernement issu de la réconciliation reconnaisse Israël, que le Hamas dépose des armes. Enfin, ça veut dire que le Hamas doit se coucher totalement, faire comme l'autorité palestinienne, pour obtenir quoi finalement? Quelques postes de ministre. Donc en fait, c'est terrible à dire, mais c'est un vieux rêve. Et Israël se frotte les mains de cette division, parce qu'un des arguments pour ne pas accorder l'État palestinien, enfin de toute façon, ils l'accorderont jamais. L'autorité palestinienne peut rêver, ils ne l'auront jamais, mais bon. Et ils disent, mais avec qui on va négocier? Il y a deux entités. Donc, voilà. Alors, quand ça les arrange, ils reconnaissent une seule entité. Mais quand ça les arrange pas, ils disent, oh là là, on aurait tellement voulu négocier avec une seule partie. Mais bon, ils sont les champions du cynisme et de la propagande. Donc, je n'y crois pas beaucoup à cette réconciliation, malheureusement. Et de toutes les façons, l'autorité palestinienne, enfin, vous savez, moi, je pense à l'autorité palestinienne, c'est pas seulement quelques personnes. Il y a une espèce de nomenclatura, c'est-à-dire à peut-être 5000 personnes en Palestine, à Ramallah, etc., qui ont fait même base sur la Palestine, enfin, ce qui reste, ce que l'occupant sioniste leur a laissé, voilà, généreusement laissé. Et donc, ils jouent au gouvernement palestinien. Ils disent par exemple, le ministre de l'Éducation, le ministre des Négociations, etc. Ils jouent, voilà. C'est comme on joue à la poupée, les Palestiniens jouent au gouvernement. Ils ont des ministres, ils ont des conseillers, enfin, ils ont des ambassades. Ils ont presque 120 ambassades à l'étranger. Avec tout le fric que ça coûte et qui, voilà, enfin, je vais dire après tout. En fait, les Israéliens doivent leur laisser ces miettes pour justement donner l'illusion qu'il peut y avoir un État palestinien, voilà, qui a l'embryon d'un État palestinien. Mais en fait, ce sont des miettes qui ne veulent rien dire. Ça veut dire le jour où Israël décidera de fermer le robinet, mais il n'a pas intérêt à fermer le robinet. C'est ça le truc. Donc voilà, réconciliation zéro. Bon. Donc on arrive à l'assassinat de Rabin. L'assassinat de Rabin a eu lieu en 95, en novembre. Et donc, chaque année, c'est commémoré en Israël. Par exemple, hier soir, sur la place qui s'appelle désormais, depuis novembre 1995, la place Yitzhak Rabin, il y a une manifestation. Hier, ils ont dû avoir entre 50 000 et 70 000 personnes. Ce qui peut paraître beaucoup, mais ce n'est pas grand-chose. Les manifestations avant, dans les années 90, etc., il y avait 100 000, 120 000, 150 000. Aujourd'hui, il y a 50 000, 60 000, 70 000. Bon. Et donc, voilà,
avec des mots d'ordre pour la paix, l'union du peuple, etc. Bon. Et en fait, dans quelles conditions Rabin a été assassiné? Ce qui est intéressant, c'est le rôle qu'il a joué, et puis pourquoi il a été assassiné et quelle suite on peut analyser à la suite de cet assassinat. Rabin est arrivé au pouvoir, vous savez, en 1990, il y avait la guerre contre l'Irak. Bon, vous savez, bon. Et parce que les pays arabes sunnites se sont alliés aux États-Unis, on leur a donné un petit os à ronger et l'Amérique leur a dit, bon voilà, puisque vous avez été avec nous, on va essayer de, comment dire, de lancer des négociations de paix. Ça c'est formidable parce que ça fait 30 ans que ça dure, ou 40 ans, enfin bon, il y a des négociations secrètes, et puis publiques, et puis avec des tas de phases, mais en fait, c'est juste du cinéma pour donner le temps à Israël, qui ne peut pas annexer totalement la Cisjordanie parce que ça soulèverait un tollé. Donc, ils le font petit à petit, ils grignotent du terrain petit à petit, jusqu'à étouffer totalement les Palestiniens et leur dire, bon voilà, vous voulez une petite réserve comme les Indiens, vous savez, les Sioux, les Apaches, on les a mis dans des réserves. Alors, vous aurez une petite réserve du côté de Naplouse, une petite réserve du côté de Hébron, une petite réserve du côté de Ramallah, et puis vous aurez votre drapeau, et si vous voulez appeler ça Palestine, après tout. Hein, bon. Et encore, c'est même pas sûr qu'ils l'ont. Donc, en 1990, après la guerre, l'Amérique a lancé, à l'époque, il y avait Yitzhak Shamir qui était Premier ministre, un dur des durs. Ils ont lancé la conférence de Madrid pour réunir les acteurs de la région. Or, il n'y a rien qui puisse horrifier les Israéliens que de leur dire, ça montre leur mauvaise volonté, c'est évident. Parce que tant que les pays arabes disaient non, Israël était content, il disait toujours que, je ne sais pas si vous connaissez cette formule, nous sommes prêts à rencontrer les dirigeants arabes n'importe où, n'importe quand, sans condition. Bon. Et voilà que la première conférence internationale des États-Unis l'impose à Madrid, et Bush père, celui qui a lancé la guerre contre l'Irak, il a tordu le bras à Yitzhak Shamir, il lui a dit, tu vas aller à Madrid. Sinon, il a menacé les États-Unis, enfin s'ils veulent, ils peuvent obliger Israël à faire n'importe quoi. Les États-Unis ont dit, nous ne garantissons plus vos emprunts. Et là, Yitzhak Shamir a envoyé une délégation à Madrid. Bon, ils ont fait la gueule, mais ils sont quand même allés. Ça n'a rien donné, mais au moins, disons, il y a eu un début de espèces de négociations bilatérales. Il y a eu des élections après, en 91, oui, à peu près, enfin bon, la date exacte, et Yitzhak Rabin est arrivé au pouvoir. Quand il est arrivé au pouvoir, il est de 91-92, il est de tradition de faire un discours au Parlement. Et le discours de Rabin, je vous rappelle que Rabin, en 1987-88, il était ministre de la Défense ou Premier ministre, je ne me souviens pas. Bon, je pense que c'était ministre de la Défense. Enfin bon. En tout cas, c'est lui qui avait lancé cet appel aux soldats israéliens de briser les membres, de briser les os et les membres des gamins palestiniens qui jetaient des pierres. Et je vous assure qu'il y a des vidéos, vous pouvez aller les voir, enfin, vous pouvez dire première intifada, briser les os des Palestiniens, c'est vraiment horrible. Ce sont des images insoutenables. Et c'est Rabin qui en était le responsable, qui avait lancé l'injonction aux soldats israéliens, il les prenait, des gamins de 10 ans, 12 ans, 13 ans, et avec des grosses pierres, il leur brisait les os, carrément, enfin, je veux dire, voilà, vous pouvez aller vérifier. Donc, c'est ce Premier ministre qui, quand il arrive au pouvoir, et il fait une déclaration. Qu'est-ce qu'il dit? Il lance un appel aux Palestiniens. Il leur dit ceci. En gros, hein, je n'ai pas recopié le texte. Il leur dit, voilà, nous sommes condamnés à vivre ensemble, côte à côte,
Enfin, vous êtes sous notre autorité. Il ne faut pas rêver. Hein. À l'époque, il n'y avait pas d'autorité palestinienne. Israël était l'occupant total. Mais si vous tenez bien, on vous donnera une autonomie. Voilà. Vous savez ce que c'est l'autonomie, enfin, bon, c'est-à-dire, évidemment, pas un État indépendant, une autonomie. Voilà, vous pouvez régler les questions municipales, le ramassage d'ordures, par exemple, etc. Si vous êtes gentil. Hein. Et vous pourrez travailler chez nous, dans les colonies. Juste, j'ouvre une parenthèse. Toutes les constructions qu'il y a dans les colonies, vous savez, 1000 appartements, 5000 logements, 10 000 logements, et malheureusement, ce sont les Palestiniens qui les construisent. C'est-à-dire, ils sont les employés des colons. Et ils construisent pour eux, sur les terrains qui leur appartenaient jadis. Mais c'est ainsi, voilà. Et donc, Rabin leur offre généreusement l'autonomie. Et à ce moment-là, il y a un basculement qui se passe. C'est que Rabin a compris, et l'establishment israélien probablement, qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. C'est-à-dire que la première intifada a énormément mis en lumière le régime colonial, fasciste, militariste d'Israël. C'était, vous me direz que ça continue, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Aujourd'hui, qui c'est qui maintient l'ordre en Cisjordanie? C'est l'autorité, enfin, c'est les forces de sécurité palestiniennes, qui sont totalement soumises aux Israéliens. Vous savez que les principaux responsables de ces forces de sécurité sont formés aux États-Unis par la CIA et donc probablement un peu avec le Mossad. Donc ils sont bien structurés. Ce sont eux qui maintiennent l'ordre, voilà, au bénéfice d'Israël, qui assure la sécurité des colonies. Ce sont les forces de sécurité palestiniennes. Donc Israël n'apparaît plus au premier plan. Mais pour arriver à ce stade, Israël a imaginé négocier avec les Palestiniens. Vous savez qu'il y avait une loi jusqu'en 1992 qui interdisait, sous peine d'aller en prison, de dialoguer avec l'OLP, juste de parler avec l'OLP. Et il y avait un pacifiste très célèbre à l'époque qui s'appelait Abi Nathan, qui était allé avec son petit avion discuter avec les Palestiniens. Il a été condamné. Et ils ont supprimé cette loi en 1992 et il y a eu des négociations. C'est ce qu'on appelle les négociations qui ont amené les accords d'Oslo. Seulement, le cynisme des Israéliens, c'est là où on voit à quel point ils ne voulaient évidemment pas, ce n'était pas des négociations sincères pour permettre une paix juste et véritable qui aurait amené la création d'un État palestinien. S'ils l'avaient voulu, ils auraient dû négocier avec les dirigeants locaux, c'est-à-dire ceux qui menaient l'intifada, notamment Marwan Barghouti. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher Arafat qui était exilé à Tunis. Arafat, à l'époque, il ne pesait plus grand-chose. Et Arafat, il était tout heureux parce qu'il s'est dit, enfin, je vais retourner sous les spotlights, sous les projecteurs de l'actualité internationale. Alors, vous savez, les hommes politiques, malheureusement, c'est comme ça. C'est-à-dire, ce qui les intéresse, Arafat comme les autres, hein, c'est la place, c'est le retour à l'actualité et la place qu'ils vont laisser dans l'histoire. Et donc, Arafat, au lieu de leur dire, non, 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 moi je veux bien aider, mais aller discuter avec les gens de l'intérieur. Il était heureux de rentrer dans les négociations. Enfin, les Israéliens lui parlaient. Il faut vraiment, enfin, je veux dire, il faut arriver à un point de bassesse et de mesquinerie et de stupidité pour être content que l'Israélien, le maître sioniste, leur parle. Enfin, c'est bon, mais malheureusement, c'est ainsi. Et les Israéliens ont posé leurs conditions. Et je vais vous les dire. Jérusalem, on verra.
D'accord? Les colonies, on verra. C'est ce qu'on appelle des accords intérimaires. L'État palestinien, on verra. Bon, il y a à peu près 5 ou 6 trucs comme ça. On verra. D'accord? Bien. On a vu, hein. Bon, mais bon. Et Arafat a tout signé. Au début, il voulait lui donner seulement, vous savez que les accords d'Oslo au départ, c'était Gaza et Jéricho d'abord. C'est-à-dire, bon, on va vous tester, hein. On va vous donner une petite autorité à Gaza, alors qu'il y avait déjà 8000 colons à Gaza, mais on va vous mettre quelque part là-bas à Gaza. Et au début, il voulait juste Gaza. Arafat a dit quand même, j'ai besoin d'un petit point de chute en Cisjordanie, pas pour être un peu crédible, quoi. Alors ils lui ont dit, bon, allez, Jéricho. Jéricho, c'est vraiment un patelin perdu. Voilà, c'est même pas une grande ville. Vous savez, bon, c'est un patelin. Donc ils ont dit Arafat et Jéricho d'abord. Voilà. Et Arafat a accepté. Bon. Il a accepté tous les accords intérimaires. Il n'avait rien obtenu avec cette signature. Et non seulement ça, il a cédé 60% de la Cisjordanie, 60% de la Cisjordanie, ce qu'on appelle la zone C, il l'a donné à Israël. Il a dit, voilà, vous avez l'autorité totale, la souveraineté totale sur cette zone-là, 60%. Ça veut dire aujourd'hui, si on veut coller à la définition juridique, les grosses colonies, vous savez, les villes de 40 à 50 000 habitants, comme Beitar Illit, Ma'ale Adumim, etc. Il y a 5 ou 6 comme ça, elles sont construites sur ce terrain-là, enfin sur ce territoire. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'elles sont illégales? On peut se poser la question. De toute façon, ces villes-là, enfin, pour les Israéliens, c'est dans la poche. Ça pose même pas, on se pose même pas la question. Donc, et sur 30%, ce qu'on appelle la zone B, il y a souveraineté partagée. Bon, vous savez, quand vous partagez la souveraineté avec Israël, vous savez ce que ça signifie. Hein. Par exemple, et 10% uniquement l'autorité palestinienne. Sauf que, vous savez, par exemple, le Ramallah, Hebron, enfin, Naplouse sont sous l'autorité palestinienne. Mais ce qui n'empêche pas, évidemment, les forces de Tsahal, l'armée israélienne, l'armée d'occupation, de pénétrer dans ces villes, protégées par les soldats palestiniens, par la police palestinienne, et d'aller, de piquer, détruire. Par exemple, à Hébron, il y a 2 ou 3 semaines, je ne sais pas si vous avez su ça, l'armée d'occupation est entrée à Hébron et elle a saisi, elle a fermé et saisi tout le matériel de 2 ou 3 postes de télévision et de radio. Comme ça, voilà. Ben, je veux dire, ils sont chez eux, hein, enfin, ils sont les maîtres. Voilà. Et probablement que les forces de sécurité palestiniennes, entre guillemets, se sont assurés qu'il n'y ait pas de, bon Dieu, qu'on ne leur jette pas une pierre ou qu'on ne leur tire pas dessus. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit, que ces radios et télévisions, comment dire, appellent au terrorisme parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc évidemment, si tu critiques l'occupation, tu pousses les gens au terrorisme, donc on peut les fermer. Alors Rabin, donc voilà, il va signer. Évidemment, la droite s'insurge parce que pour elle, même je veux dire, Rabin a dû leur expliquer, mais pour eux, discuter avec l'OLP, parce qu'en fait, de 48 à 92 ou 93, toute la politique israélienne a été d'effacer la Palestine de la carte. C'est-à-dire même le nom de Palestine devait être effacé. Voilà. Vous savez qu'en 1947, le futur État juif avait passé un accord avec la Jordanie et ils sont accaparés ce qui restait du plan de partage du territoire réservé aux Palestiniens. C'est dire que les deux, la Jordanie et Israël, n'avaient pas du tout intérêt à ce que
à ce qu'il y ait un État palestinien quelque part. Donc, là, il va y avoir de 93 à 95, au moment de l'assassinat, c'est ça qui est important. C'est juste parce qu'aujourd'hui, le monde entier, enfin, c'est de la propagande. On a monté tout un truc, Rabin, un homme de paix, il a signé, s'il était resté vivant, on a tué la paix, enfin, tout le bazar, vous savez, il y a un film qui est sorti, enfin, en tout cas, il passe à Paris depuis une semaine ou deux. Je ne suis pas allé le voir parce que ça ne m'intéresse pas trop. d'Amos Gitaï, je ne sais plus comment il s'appelle, sur les démarches, les problèmes de la paix, etc. En fait, toutes ces constructions pour donner l'illusion que on veut arriver à la paix. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je vais m'attarder sur Hébron. Hébron. Hébron, il y a eu, c'est là où on a vu que finalement, Rabin, comment dire, il a montré son vrai visage, c'est-à-dire du sioniste qui est acquis à l'occupation et à la colonisation. À l'époque, Hébron, il y avait juste comment dire, il y a eu deux faits. En 1994, il y a eu des colons qui sont rentrés à Hébron et ils ont occupé un hôtel à Pâques, la fête de Pâques. Et Rabin leur a dit, il a dit, je vais les laisser jusqu'aux fêtes de Pâques et après. Et puis finalement, il ne les a pas ramenés. Donc, il les a laissés. C'est un signal fort qu'il a donné à la droite, aux partisans de la colonisation, que là où un sioniste pose le pied, c'est ça, ils ont une idée, vous savez, et ils le répètent, et c'est ça qui est terrible, c'est que l'autorité palestinienne sont tellement stupides que même les déclarations des dirigeants, ils ne les comprennent pas. Pourtant, c'est de l'hébreu, enfin, ou de l'anglais tout à fait clair. Ils ne cessent de répéter, les sionistes, que jamais ils ne quitteraient un seul pouce de terre qu'ils ont en Cisjordanie, qu'ils sont là pour l'éternité. Je ne sais pas ce qu'ils veulent de plus, les Palestiniens. Ils continuent à dire les frontières de juin 67. Enfin, bon, donc, Hébron, première chose. Deuxième chose, en 1994 ou début 95, je ne suis pas sûr de la date, vous savez qu'il y avait un extrémiste. Tous les sionistes sont extrémistes. Sauf que celui-là s'appelle Baruch Goldstein. Il a pris sa mitraillette, il est rentré dans une mosquée et il a tiré. Il a tué 29 Palestiniens en prière et il en a blessé je ne sais pas combien. Bon. Et il a été pris par la foule et tué. Bon. Et là, ça a été un choc terrible. Enfin, et on a, à ce moment-là, à l'époque, on avait pressé Rabin, dit voilà, c'est l'occasion ou jamais de dire maintenant, on peut pas, enfin, on peut pas continuer comme ça. Il faut montrer. Et je vous rappelle que les accords d'Oslo ont été signés depuis un an. Mais Rabin, il a dit on va ouvrir une enquête, on va faire ceci ou cela, mais l'essentiel, c'est que la droite a gardé ses localités à Hébron. Bon, sa présence à Hébron. Mais cela ne suffisait pas. Pour la droite, ou l'extrême droite, il était inadmissible. Vous savez, de 94 à 95, ça veut dire l'assassinat, ça veut dire pendant un an, il y avait des campagnes haineuses, terribles contre Rabin. Parce que, en fait, ils n'ont pas saisi, vous savez, les colons, vous savez, par exemple, en Algérie, juste j'ouvre une parenthèse, dès les années 30, 1930, le gouvernement français voulait introduire des changements en Algérie, en faveur des Algériens musulmans. Mais le lobby pied noir, il bloquait toutes les mesures, tout. Et donc, on n'a jamais pu faire quelque chose, et donc, vous savez comment ça s'est terminé.
Et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que Rabin a tenté, mais il y a eu une telle résistance, il aurait pu surmonter ces résistances. Mais finalement, ça montre que au fond, c'était un sioniste, c'est-à-dire il veut un Israël juif fort et il veut surtout pas que les Palestiniens aient un État. D'ailleurs, pourquoi Rabin a signé les accords d'Oslo? Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas pour les beaux yeux des Palestiniens ou pour se dire tiens, on va créer des conditions favorables de coexistence. Pas du tout. C'est pour des raisons de stratégie internationale. Israël était dans une très mauvaise posture. Juste pour vous donner un exemple. En 1993, au moment des accords d'Oslo, la moitié de la planète n'avait pas de relations diplomatiques avec Israël, dont la Chine et l'Inde. Vous imaginez, c'est deux grands pays. Alors, en 1993, les accords d'Oslo sont signés. La Chine et l'Inde établissent des relations diplomatiques parce qu'ils se disent bon, voilà, ils croient, enfin, il y a un processus de paix qui s'engage. Sauf que les avantages qu'a tiré Israël des accords d'Oslo sur le plan, le rétablissement des relations diplomatiques des pays africains, avec rien que la Chine et l'Inde aujourd'hui, sont les deux plus gros clients de l'industrie militaire israélienne. Israël leur vend, la Chine et l'Inde, 5 à 6 milliards de dollars par an. Donc, vous imaginez à quel point les accords d'Oslo ont ouvert des perspectives extraordinaires à Israël. C'est dans ce sens-là que Rabin l'a fait. C'est pas pour les beaux yeux des Palestiniens. Malheureusement, les Palestiniens sont tombés dans le piège. Enfin, ils voulaient bien tomber dans le piège. Parce que, admettons qu'ils sont tombés dans le piège. Mais au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, Arafat aurait dû comprendre que bon, il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Jamais il lui donnerait. Alors il aurait dû plier bagage et partir. Voilà. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, il y avait, malgré tout, il y avait une droite qui en voulait terriblement à Rabin. Et il y avait des campagnes de haine terribles. Par exemple, avant son assassinat, Rabin était portraituré en officier nazi. C'était courant. Il y avait des portraits de Rabin habillé en nazi, etc. Et on appelait qui en quoi gênait-il? Je n'ai pas très bien compris la question de Leila Faïd. Qui gênait-il? Donc, comment dire? Oui, il faut que je reprenne le fil. Donc, voilà, il y avait une campagne terrible. Enfin, et donc, évidemment, Rabin était ultra protégé. La DST locale, enfin le Shin Bet, ça veut dire il a été sur les dents et donc surveillait les mouvements d'extrême droite. Parmi ces mouvements d'extrême droite, il y avait un gars qui s'appelle Yigal Amir. C'est là où on voit que c'est un peu comme Mohamed Merah. Bon, on se demande comment quelqu'un qui avait des contacts avec les services secrets, qui était suivi par les services secrets, etc., comment il arrive à se procurer des armes et bon, enfin à faire ce qu'il a fait. Qui est quelqu'un qui n'est pas fiché, qui se procure une arme et qui se lance, bon, à la limite, qui loue un camion qui fonce dans la foule, pas connu, d'accord. Mais ce Galamir, il était fiché, suivi par un officier du Shin Bet, de service secret intérieur. Donc, il était, enfin, bon, on le connaissait. Et pourtant, ce gars, bon, imaginez, Rabin fait un meeting où il y a 150 000 personnes à Tel Aviv le 5 novembre 1995. Vous imaginez que tous les services de sécurité sont sur les dents parce qu'il y avait, enfin, la droite lancée des cris de meurtre, etc. Et voilà que Yigal Amir, comme ça, comme une fleur, il arrive, il se faufile, et il arrive en bas de l'estrade. Vous imaginez un peu, enfin, je veux dire, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Le mec, il a un revolver. Donc, il arrive en bas de l'estrade. Et lorsque Rabin descend d'estrade, il lui tire 3 balles. Enfin, voilà, bon. C'est pas bon.
on peut se poser des questions. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est l'état profond. L'état profond, c'est-à-dire, en fait, qui a fait le 11 septembre? C'est pas Bush. Bush n'était probablement pas au courant. C'est l'état, ce qu'on appelle l'état profond. Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent cette notion. Ce qu'on appelle l'état profond, c'est un peu tous ceux qui contrôlent, qui maîtrisent, qui ont des intérêts dans le fonctionnement d'un État. Par exemple, des représentants de banques, du complexe militaro-industriel, des sociétés pétrolières, des services secrets, etc., qui se disent, il faut qu'on, par exemple, le 11 septembre, il faut qu'on fasse pour, appliquer notre politique au Moyen-Orient, c'est-à-dire détruire l'Irak, puis détruire la Syrie, etc., etc. Et donc, l'état profond c'est la réunion de personnes qui partagent la même vision du monde et de la politique étrangère et qui décident de passer à l'action sans nécessairement l'aval des politiques, en tout cas de certains d'entre eux. J'imagine que le ministre de la Défense de Bush, j'ai oublié son nom, mais bon, j'imagine qu'il faisait partie de ce complot. Avec des alliés comme le Mossad, par exemple, certainement. Bon. Et donc, l'état profond en Israël, il est probable que ce qu'on peut appeler, vous savez, il y a une formule qui concerne Israël, et je vais vous la dire à peu près de la façon suivante. On disait, enfin souvent, c'est une formule connue quand on parlait d'Israël, chaque pays a une armée. Un pays a une armée. La France a une armée. L'Amérique a une armée. En Israël, l'armée a un État. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas s'imaginer à quel point l'armée et les. Comment dire? Vous savez, dans les années 50, 60, 70, tous les chefs d'état-major devenaient premiers ministres. Les ministres de la Défense devenaient premiers ministres. Les généraux, quand ils quittent, ils occupent des fonctions comme directeurs de sociétés, etc. Et en fait, bon, sans compter les services secrets, ils imprègnent toutes les structures, la mentalité, le contrôle de la société. Et ils ont un prestige extraordinaire, je veux dire, colonial, etc. Donc, en fait, ce lobby extrêmement puissant, vous savez que Begin, qui n'était pas un tendre, mais quand même, pour qu'il dise que si je nomme Sharon ministre de la Défense, il va entourer la Knesset de tanks, vous imaginez quelle idée il avait des militaires. Et donc, il faut que je retrouve le film. Oui, donc l'armée ou le service de sécurité, etc., ont un État. Et ce sont eux qui dictent la loi. Bon, évidemment, le Premier ministre, mais il y a tout l'appareil sécuritaire, et l'appareil sécuritaire, il a du pouvoir. Il n'a pas envie de céder, il a envie de garder cette société. C'est pour ça, vous savez, quand j'ai fait il y a 2 semaines la vidéo qui disait l'ADN du sionisme qui ne peut pas faire la paix. Parce que, mais pas seulement sur le plan extérieur, parce qu'Israël domine, etc., mais sur le plan intérieur, Israël ne peut pas faire la paix parce qu'il veut, enfin, l'establishment militaire, sécuritaire, etc., il veut garder cette société, d'abord d'apartheid, séparée des Arabes, et en même temps qui reste sur le qui-vive, qui reste militairement prête, avec cette idée que c'est la force qui compte. C'est une société de violence, de compétition, etc. Et donc, le système, le lobby sécuritaire n'a pas du tout envie que ça disparaisse, que ça devienne une société normale, voilà, pacifique. Et donc, ils ont pu voir en Rabin un élément, disons, de trouble
de contestation. Non, ce sont des hypothèses. Mais enfin, écoutez, franchement, quand on regarde comment... Moi, je me souviens de cette époque. Il suffit d'ailleurs de regarder sur YouTube, etc. Je crois qu'il y a un provocateur, mais enfin, c'est pas grave. Sur les pogroms au Maroc, bon. Je parlerai plutôt des pogroms contre les Palestiniens. Ouais. Il n'y a jamais eu l'équivalent d'un Der Yassin au Maroc. Bon. Et donc, il veut garder cette société. Rabin, quand on connaît cette époque-là, on imagine difficilement, vous savez, les services secrets israéliens sont les meilleurs du monde. Enfin, je veux dire, comment on peut laisser un assassin en puissance qu'on connaît s'approcher de l'estrade présidentielle, enfin, à l'issue d'un meeting, enfin bon. Et donc, probablement que l'establishment militaire a voulu mettre fin à cette expérience-là, quitte à la continuer, mais en la contrôlant. C'est-à-dire avec des gens comme Shimon Peres et après Netanyahou, etc. Mais je pense qu'il y a un truc psychologique très important. C'est que l'assassinat de Begin, vous savez, les Israéliens, ils sont schizophrènes. C'est quoi leur schizophrénie? Leur schizophrénie, c'est que ils veulent tous la paix. C'est vrai, vous savez, une chanson sur 3 en Israël, et Dieu sait s'ils font de belles chansons, et pour la paix. La paix, la paix, la paix. Peut-être moins maintenant, mais il fut une époque dans les années 60, 70, 80, 90, ils chantaient la paix. Il y avait des manifestations avec 150 000 personnes à Tel Aviv pour la paix, etc. Mais comme un mythe inaccessible. Voilà, c'est-à-dire que en fait, je connais bien Israël, enfin, j'ai beaucoup de familles, etc. Ils rêvent de paix, mais comme un rêve, c'est un rêve inaccessible. C'est-à-dire, tous les Israéliens, 90% des Juifs israéliens vous diront, ah, qu'est-ce qu'on aimerait vivre en paix, mais malheureusement, il n'y a pas de partenaire, les Arabes ne veulent pas, etc. Par exemple, en 2002, la Ligue arabe a offert officiellement la paix totale à Israël. Et là, ils étaient au pied du mur. Bon, ils ont dit non, 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 enfin, les conditions ne sont pas. Ils ont balayé ça. En fait, c'est ça le drame, la schizophrénie d'Israël, c'est qu'ils sont obligés, enfin, on les oblige. Vous savez, il y a une propagande extraordinaire qui est menée contre le peuple israélien. Le peuple israélien, il est amené pratiquement de gré ou de force à vouloir cette situation, à entrer dans cette situation. C'est-à-dire, il faut se défendre, la guerre nous est imposée, etc., etc. Alors qu'ils rêvent, enfin, mais en même temps, il y a ces manifestations de paix. Vous savez, Céline disait que si on avait voulu arrêter la Première Guerre mondiale, il aurait suffi qu'il y ait 10 000 soldats, ou 5 000 ou 10 000 qui auraient déposé les armes, et qu'est-ce qu'on aurait pu faire si le mouvement s'étend? Tous ces militants de la paix, qui, par exemple, hier soir, samedi soir, sur la plage, ils étaient 50 000, 80 000, bon, peu importe. Aujourd'hui, ce matin, là, ceux qui assurent, qui font le service militaire, eh ben, ils ont mis leur uniforme et ils sont allés dans les checkpoints. Ils sont allés tabasser du Palestinien. Ces grands écrivains comme Amos Oz, David Grossman, Abbé Yoshua, qui disent ah la colonisation c'est pas bien, l'occupation c'est pas bien, mais ils n'ont jamais demandé aux soldats, ces jeunes là qui sont, ils ne leur ont jamais dit n'allez pas dans les colonies. Donc en fait c'est ça qui est intéressant avec cet assassinat, enfin, cet assassinat intéressant, c'est-à-dire pour comprendre la mentalité israélienne actuelle, cette schizophrénie, c'est-à-dire qu'en fait, on leur vend du rêve, le rêve d'une paix, mais qui est inaccessible. Et donc, ils vivent un peu
dans cette ambivalence. Et c'est terrible parce qu'ils s'enfoncent dans les conditions qui font qu'ils n'auront jamais la paix. Mais c'est ce que l'État profond sioniste veut. L'État profond sioniste veut que les Israéliens ne pensent jamais à la paix. Il faut qu'ils vivent sur cette illusion et qu'ils continuent à faire la guerre. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour de la question. Oui, il y a une chose dont je voulais parler. Non, c'est juste pour finir. Enfin, c'est presque. Moi, ça me fait sourire. C'est-à-dire tristement sourire. Vous savez qu'il y a une semaine, bon, il n'y a pas de négociation. C'est du cinéma, il n'y a pas de négociation entre les Palestiniens et les Israéliens, officiellement. Et par contre, il y a une semaine, il y a le ministre de l'économie, il est allé à Ramallah. Alors on a dit, oh, c'est extraordinaire, il est allé à Ramallah, etc. Mais en fait, c'était pourquoi? Pour discuter des mesures qui rendraient la vie moins pénible aux Palestiniens. Et c'est la carotte, c'est-à-dire on dit aux Palestiniens, voilà, vous voulez qu'on vous lâche un peu la grappe? Soyez gentils, travaillez en silence. Vous savez, on peut vous donner du boulot, vous pouvez travailler chez nous, chez les colons, il n'y a pas de souci. Et c'est ce que, comment il s'appelle, Trump a qualifié de la paix économique. Qu'est-ce que vous avez besoin d'un État, les Palestiniens? Mais, faisons d'abord une paix économique, c'est-à-dire travaillons. Enfin, travaillons, ça veut dire il y a le patron sioniste et le larbin palestinien, voilà. Et donc, c'est un peu enfin, avec la complicité, malheureusement, des Palestiniens. Et la prochaine fois, je vous dirai qu'est-ce qui fait, enfin, pourquoi les Palestiniens marchent dans cette combine. Alors, malheureusement, parce que sans cette combine, je pense que les Israéliens seraient vraiment dans une situation délicate et difficile. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine fois. Et vous pouvez laisser vos commentaires ou si vous voulez que je traite d'une question particulière, vous pouvez me la laisser dans les commentaires. Bonsoir.